Bonsoir. Pour certains, il a le visage de croque-mitaine chargé par le gouvernement de faire peur aux chiens de garde de la démocratie, selon l'expression du philosophe et homme politique britannique Edmund Burke, pour désigner les journalistes. Pour d'autres, ce portrait d'épouvantail est doublé de la réputation de père fouettard, dans le seul but de rendre les rédactions plus dociles vis-à-vis du pouvoir politique en place. Le Conseil national de la communication, puisqu'il s'agit de lui, est, en tout cas au sens du décret du 23 janvier 2012 qui le réorganise, un organe de régulation et de consultation du secteur de la communication sociale au Cameroun. Régulation, voilà le mot qui fait problème depuis le renforcement des pouvoirs de cette institution, créée, je le rappelle, il y a maintenant 30 ans. C'est ce mot qui confère des compétences disciplinaires au CNC, lui permettant ainsi d'avertir, de suspendre ou même d'interdire de manière définitive toute activité du ressort de la communication. C'est en vertu de cette régulation encore que des sanctions sont tombées le 5 juillet dernier, presque un mois jour pour jour après la nomination d'un nouveau président, de même que 6 membres par le chef de l'État. Première salve accueillie dans certains milieux en face comme une déclaration de guerre. Le Conseil national de la communication est-il trop autoritaire dans un environnement médiatique trop libre? Question à un éditorialiste auquel le décret présidentiel retire désormais tout pouvoir d'exercer le journalisme, mais confère en le renforçant celui d'encadrer les journalistes et les autres professionnels de la communication. Joseph Thiebonkin Kalaboupse est, depuis le 4 juin 2021, le président du Conseil national de la communication, le 4e du genre, au terme d'un acte du chef de l'État. C'est l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche. Joseph Thiebonkin Kalaboupse, bonsoir et bienvenue. Merci, merci d'avoir m'invité. Comment vous sentez-vous ici au studio 2 de la CRTV en Baladeux, où vous avez produit par ailleurs tant d'émissions? C'est souvent très bien de s'asseoir là où tu es, d'avoir les gens en face et de poser des questions. Aujourd'hui, je suis en face de vous et avec beaucoup de nostalgie. Quand je viens encore au studio 2, où il y a de cela 1 an, je faisais encore partie de cet studio, je dirais, mythique, parce que c'est ici que je faisais. Que votre aventure a commencé. C'est ça. Je peux te dire, j'ai fait la moitié de mon carrière à la radio, 15 ans, et 16 ans ici à la télé. Donc, quand je viens ici, c'est comme si je reviens dans la maison. Je reviens dans ma maison. Et puisque vous parlez de maison, vous voici donc de retour à la maison, pourrait-on dire, mais avec un gendarme comme garde du corps. C'est comme ça que vous-même vous voyez votre retraite lorsque vous êtes parti d'ici il y a quelque temps? Je ne voyais pas ça comme ça. Avec le décret du 4 juin et le travail qu'on m'a confié, le chef de l'État a voulu me confier, j'ai constaté que ma vie a changé. Parce que je ne suis plus le journaliste que vous connaissez. Comme chante Donny Elhoud, votre vie a changé. Exact. Mais vous venez de me dire Joseph Thiebonkin Kalaboupse. Quand on était ici, vous m'appelez Joe. Joe Thiebonkin, tout simplement. Ça, c'est le nom d'artiste que j'avais adopté. The short form of Joseph, que tu sais. Bon, avec un gendarme à côté, c'est seulement que les responsabilités ont changé. Et cette fois-ci, je dois avoir quelqu'un à côté de moi pour ma sécurité. Et je dis, c'est ça la vie. Je me rappelle l'interview que notre aîné Eric Tchindji avait eu avec le chef de l'État. Il y a de cela, je crois, 2-3 décennies. Et le chef de l'État a dit quelque chose de très important qui m'a marqué. Il dit la Constitution lui confère de pouvoir. Il suffit qu'il prenne un acte et puis la vie d'Eric va changer.
Et c'est ce que vous avez expérimenté. Exact. Alors, maintenant que vous n'êtes plus artiste et vous êtes chargé d'encadrer les artistes, entre autres, quel est le regard que vous jetez justement sur le travail qu'ils font aujourd'hui en termes de journalisme? Comment appréciez-vous l'exercice du métier de journaliste au Cameroun depuis que vous êtes arrivé au Conseil? Je suis contente d'être là où je suis parce que j'ai d'abord pratiqué ce métier. Et pendant 3 décennies, je peux vous dire qu'en tant que journaliste, on se regarde souvent dans les yeux quand on se croise dans des événements. Comme en ce moment. Exact. Et je peux vous dire aussi que la presse camerounaise est vibrante. Nous avons des professionnels acquéris, bons, formés dans les écoles des renoms, d'ici comme à l'étranger. Et je peux vous dire aussi que parmi ceux qui sont formés, il y a plusieurs qui font leur travail de manière excellente. Mais, comme dans tout métier d'ailleurs, il y a des moments où on trouve ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas obéir aux déontologies ou aux éthiques. Et c'est là ce que j'appelle nos clients, entre guillemets. Ils sont nombreux? Pas tellement. Ou alors c'est leur action qui fait mal? C'est leurs actions qui fait mal. Ce n'est pas le nombre. Parce que si je regarde le milieu de la presse au Cameroun aujourd'hui, nous avons plus de 600 organes de presse. Audiovisuel, presse écrite, online, et j'en passe. Et si on prenait des problèmes de régulation, ça ne vient pas tous les jours, mais ça vient quand même. Et quand on regarde, parfois ça vient à la même direction. Laquelle? Quelle est cette direction? La plupart, c'est dans la presse privée. Je ne dis pas que ceux de la presse officielle ne font pas ça, puisque on a eu à convoquer les gens de la presse dite officielle au Conseil. Mais ce que nous constatons, c'est que la plupart des problèmes que nous avons, c'est avec certains journalistes de la presse privée. Et s'agissant de la presse officielle, comme vous dites, vous, ancien journaliste de la CRTV, vous êtes prêt à convoquer et à sanctionner les journalistes de votre ancienne maison? Moi, je n'ai pas des états d'âme. Quand je dois appliquer les règlements en vigueur. Dans le passé, le CNC a eu à convoquer le patron de la CRTV. Il est venu, il a répondu aux accusations, et puis les membres ont siégé. On a eu à sanctionner certains journalistes. Certains de ses collaborateurs. Oui. C'est eux qui avaient fait qu'on le convoque. Tout à fait, parce que c'est lui le directeur de publication. Et c'est lui qui répond au nom de l'institution à laquelle il est. Where he's at the head. Si nous avons une situation qui concerne un journaliste ou une journaliste de la CRTV ou de Sopecam, Cameroun Tribune, on n'hésitera pas à le convoquer pour répondre à ces actes. Alors, s'agissant justement des actes, pour vous aujourd'hui, le plus grave problème de la presse au Cameroun, c'est quoi selon vous? C'est plutôt la formation, la qualité de la formation, ce sont les mauvaises pratiques ou alors l'environnement socio-politique?
ou peut-être même l'environnement économique? Je peux dire tout ça. Tout ça parce qu'il y a des journalistes formés, mais parce qu'ils vivent mal. Ils sont au solde des hommes politiques. Et par là, ils font des choses déshonorables. Il y a des journalistes qui ne sont pas bien formés. Parce qu'ils ont le micro devant eux, ils disent n'importe quoi. Il y a des journalistes, ou bien ceux qui se disent journalistes, qui ne sont pas formés, parce qu'ils ont le bic. Et puis, ils s'assoient derrière une table pour faire un article. Il est à la solde d'un tribu, ou bien un groupe socio-culturel. Il écrit n'importe quoi. Tout ça fait à ce que parfois, on dit la presse a des problèmes. Parce qu'il y a des individus cachés dans l'ombre qui font mal. Or, la plupart des journalistes du Cameroun sont de bons professionnels. Mais quand, de temps en temps, nous avons des propos d'insultes. Est-ce que vous n'êtes pas très gentil en disant la plupart, parce que de plus en plus quand même, on constate que le niveau et la qualité sont en baisse? Je peux dire oui et non. Moi, je mesure mes mots quand je dis la plupart. Parce que si on prenait le nombre des organes de presse que nous avons et le nombre de plaintes que nous avons au niveau de notre organe, on va dire la plupart des journalistes du Cameroun sont de bons professionnels, bien formés. Mais il y a des individus dans des organes de presse. On peut avoir un organe de presse qui passe 2, 3, 4 ans sans que la CNC convoque son directeur de publication ou bien un journaliste de cet organe de presse. Joseph Thiebonkin Kalaboubse, lors de votre installation, vous avez annoncé que vous allez surtout encadrer, éduquer, mais aussi que vous allez sanctionner si la nécessité se présente. Mais brusquement, dès votre première session, vous frappez. Quel est le message que vous voulez passer à travers ces sanctions? Je crois que ce n'est pas un message que je voulais faire passer, mais il y a le principe de la continuité de l'administration. La continuité du service public. Oui, du service public, pardon. Et quand j'ai pris fonction, on m'a dit aller au travail, commencer le travail. Et j'ai trouvé des plaintes sur la table. Que le conseil se réunisse, ce n'est pas moi en tant que président, c'est le conseil. Mais vous auriez pu demander qu'on pardonne. Ce n'est pas question de pardonner, on a appliqué rien que les règlements qui nous régissent. Et s'il y a des plaintes sur la table, on ne peut pas pardonner parce que je suis venu au niveau de la CNC. On dit en anglais, he who comes to equity must come with clean hands. Je suis venu avec des mains propres. Et puisqu'il y avait des plaintes sur la table, on devait les traiter selon les règlements en vigueur. Et c'est pour cela que nous avons sanctionné. Vos mains propres, vous comptez les garder pendant combien de temps? Est-ce que vous promettez que vous n'allez pas utiliser vos nouveaux pouvoirs, par exemple pour régler des comptes à certains anciens collègues ou anciens collaborateurs que vous avez connus du temps où vous exerciez le journalisme de terrain? Ce n'est pas de mes habitudes. Je ne suis pas un homme rancunier. Pas du tout. Mais cela n'exclut pas le fait que je suis à la tête d'un organe régulateur. Mes anciens collègues qui ne disent pas que ils ont un collègue à la tête de la CNC et qu'on va les pardonner. Non, on va appliquer les règlements, rien que ça. Et si on doit pardonner, on va pardonner parce que les règlements exigent que dans ce type de plainte ou bien ce type d'erreurs, on peut pardonner. Parce que dans les registres des sanctions, on dit on peut pardonner, on peut appeler quelqu'un, on lui donne un avertissement, on peut sanctionner par la suspension pendant
de durée, et puis on peut complètement interdire de la pratique. L'activité. Ouais. Donc, on va appliquer les règlements. Il y a parfois, on peut commettre une faute professionnelle, pas parce qu'on veut, mais parce que l'erreur est humaine. Et dans ce cas, on peut pardonner quelqu'un en sachant que, et en lui tirant des oreilles, que ne faites plus ça, parce que les journalistes ont une responsabilité sociale. Et la presse, c'est un reflet d'une société. Et nous ne voulons pas que si quelqu'un débarque à l'aéroport ou bien au port et regarde les kiosques, on voit seulement les insultes sur les pages des journaux. C'est pas bien. C'est pas digne de notre pays. La presse contribue également au renforcement de la démocratie, notamment en faisant la promotion de la liberté de la presse. Les sanctions que prend régulièrement le Conseil national de la communication, est-ce que ces sanctions ne sont pas un obstacle à la liberté de la presse? C'est le contraire plutôt. C'est le contraire parce que si nous n'avons pas un organe de régulation, s'il y a de dérapage, un individu qui se sent blessé n'aura pas un recours. C'est pour cela que le CNC est là, pour amener les journalistes sur leur bonne voie. Essayer de leur faire respecter l'éthique et la déontologie comme il faut. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour que les journalistes ne se dérapent pas. Pour que les journalistes ne viennent pas de francs-tireurs. Pour que les journalistes restent professionnels. Pour que les journalistes ont dans la tête ce rôle primordial. Il y a eu, après ces sanctions-là, certaines réactions, des réactions même, on va dire, déplacées et parfois violentes, qui ont circulé sur Internet, s'adressant même directement à la personne, ou même à la personnalité du président du CNC. Vous avez eu ces échos? S'agissant de ce dérapage-là, je considère ça comme des non-événements. That's a non-event. Et le CNC va continuer à faire son travail, rien que son travail. Et s'il faut sanctionner encore le même média ou bien les mêmes individus, on va le faire. Et cette fois, en tirant référence du fait qu'on avait déjà sanctionné, on va aggraver les sanctions. Mais je voudrais attirer l'attention du public du fait que c'est la presse qui promouvoit la liberté de la presse même, qui garantit la démocratie. Parce que si la presse n'est pas là, la démocratie, c'est liberté de la presse, liberté de parler et d'exprimer son opinion, sera bafouée. Mais c'est la presse qui est là pour garantir ça. Mais cette presse a des éthiques qu'on doit respecter quand on est dans la métier. Monsieur le Président, vous avez fait l'essentiel de votre carrière, peut-être même toute votre carrière dans l'audiovisuel, et notamment à la CRTV. Mais est-ce qu'il vous arrive quand même de lire les journaux, par exemple, comme Mutation, qui est un journal, un quotidien d'expression française? Vous savez, dans notre métier, il y a une maxime qui dit « La radio annonce, la télévision monte, et puis la presse écrite commente. » Tout à fait. Si vous voulez être complet, quand un événement est annoncé par la radio, parce que la radio est plus rapide, la télé, vous regardez ce que c'est, et puis les journalistes de la presse écrite ont le temps et le recul de regarder avec beaucoup de maîtrise l'actualité en question, et puis ils commentent. Et pour l'enrichir, donc, vous lisez la presse
pour être complet. Et je vous dis, ceux qui ont eu la chance de me visiter quand j'étais ici sauront qu'il y avait des tas et des tas de journaux. Pas seulement Mutation, mais tout autre quotidien que nous avons au pays. Le Jour, Guardian Post, The Voice, The Post, Émergence, et j'en passe. Très bien. Je vous invite donc à relire quelques pages du quotidien Mutation qui célébrait cette semaine ses 25 ans. Les grandes mutations du quotidien Mutation en 25 ans, c'est le regard de notre grand reporter, Oswald Medong. Dans le vaste univers des mutants, il y a les pionniers. C'est là qui ont bâti la réputation du journal qui restera dans l'histoire comme le tout premier quotidien privé de l'univers médiatique camerounais. Des noms aujourd'hui bien connus ont fait leur premier pas dans la profession ici et ont contribué à forger le caractère incisif qu'on reconnaît à Mutation. C'est une école où nous avons formé Yves Atanga, l'actuel rédacteur en chef de Cameroun Tribune. On a formé Evelyne Mengakoum, on a formé Chetabile, Emmanuel Mbédé, Mireille Bissek, Fabien Côte. Tout le monde est passé par la salle de rédaction de Mutation. Des gens qui sont partis ailleurs, tout le monde. Mutation a été la première marche de beaucoup de gens qui aujourd'hui ont atteint un certain firmament et c'est notre fierté. Lorsqu'on regarde tout ce qui sont passés par Mutation depuis ses débuts à 25 ans, si on devait former une équipe journalistique, je vous assure que ce serait le meilleur créneau de la presse camerounaise aujourd'hui. La belle aventure qui a débuté en 1996 a jamais marqué leurs esprits. Ce qui nous a guidés, c'était une forte conviction, une forte foi, mais un zeste d'inconscience. Je pense que c'est même cette inconscience qui nous a aidés. Vous voyez, le bébé qui malgré les dangers rampe et puis rien ne lui arrive. Je pense que c'est parce que nous n'étions même pas conscients de ce que nous représentions. Et les grandes mutations de Mutation sont gravées dans les mémoires de ces mutants de la première heure. Les principales mutations ont été en fait les transformations successives du journal. Nous avons commencé comme un hebdomadaire. 1 an et demi après, nous passions bi-hebdomadaire, puis tri-hebdomadaire et enfin quotidien. On a été le premier quotidien privé du Cameroun. On a fait ce pari et on l'a gagné. 25 ans après, ça existe toujours. Et lorsque nous avons lancé Mutation, nous avions pris un espace en face du supermarché Nziko qui était l'équivalent d'une chambre à coucher. C'est là donc qu'on avait quelques bancs d'école et un ordinateur pour commencer à faire Mutation. C'était un hebdomadaire et le week-end, on allait dans le domicile de l'un des nôtres qui avait 2 ordinateurs. Et c'est là-bas qu'on montait Mutation. Ces dernières années, les commandes sont tenues par Georges Alain Boyono, lui aussi un ancien de la maison et qui en maîtrise les mutations. Bon an, mal an, l'histoire de Mutation continue de noircir les pages en apportant des couleurs aux lecteurs. Mutation propose aujourd'hui une nouvelle manière de faire. Lorsque vous voyez par exemple les titres de Mutation, ce sont des titres qui sont attractifs, des titres qui sont alléchants et qui sortent des sentiers battus. Parce qu'également il faut tenir compte de ce que les réseaux sociaux nous ont déjà siphonné un certain nombre de lecteurs dans l'élan d'instantanéité. Donc le lendemain, lorsque le journal sort, il faut qu'il donne sens, il faut qu'il aille en profondeur, il faut qu'il décrypte, il faut qu'il détricote. C'est ce que Mutation fait tous les jours et compte le faire davantage. Et le vœu de tous, mutants et lecteurs, est de voir Mutation prospérer pour atteindre le destin que lui avaient tracé ses pionniers. Il faut que ces journaux-là continuent et relèvent les défis qui sont en train d'arriver, les défis du numérique. Tous ces défis-là doivent être relevés par ces journaux parce que l'ADN de Mutation, c'était l'innovation et l'adaptation. Le rêve que je nourris est celui que nous avions quand on était ici, d'être un groupe de presse avec une télé de référence, avec une radio de référence et 2 ou 3 journaux autour d'un édifice de 12 niveaux quelque part en ville. Oui, on serait fiers de dire, nous y étions au début et nous resterons mutants à vie. 25 ans déjà, mais l'aventure n'est pas prête de s'arrêter. D'autres pages sont encore à écrire, des pages à découvrir avec l'esprit Mutation. De nouvelles pages qui contribueront assurément à matérialiser les clés d'un succès. Tous les indicateurs,
tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre masque. Et chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. Monsieur le Président, je vous ai vu quelque peu impressionné par le nombre de personnes passées par la rédaction de Mutation tout à l'heure. Comment réagissez-vous? Exactement. J'ai dit bravo à ce journal parce que c'est une référence en matière du journalisme au pays. Et je me réjouis quand même parce qu'il a tenu ses promesses jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. Et je crois, je les souhaite bonne chance parce qu'ils disent un jour, peut-être une télémutation, une radiomutation, qui sait, peut-être. Ou vous serez donc reçu comme ce soir à Actualité Hebdo. Oui. Alors, voici quelques indicateurs s'agissant des décisions que prend le CNC pour terminer. Depuis 2013, vous avez rendu 127 décisions, 20 seulement ont fait l'objet de recours devant les tribunaux. Et sur les 10 procédures qui ont déjà abouti, le CNC a gagné 7 de ces affaires. Alors, si les décisions sont donc, on va dire, bonnes, comme le montrent toutes ces décisions, leur application n'est toujours pas évidente. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire pour que les décisions soient enfin appliquées? Ça, c'est une très bonne question. Et c'est là où on va nous juger. J'ai dit la nouvelle équipe. Parce que si nous prenons des décisions et ces décisions ne sont pas appliquées, ça veut dire que le CNC est devenu un toothless bulldog. Mais, pour ceux qui ne comprennent pas ce que vous venez de dire, un chien qui aboie mais qui n'a pas les dents. Mais qui n'a pas les dents. Mais il faut que le CNC morde. Je lisais les réactions des confrères l'autre jour dans Cameroun Tribune. Tous souhaitaient que les décisions soient appliquées. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Ce qui nous revient à nous, c'est de prendre des décisions. Et ce n'est pas nous qui doivent les appliquer. Ça va dans une chaîne. Nous sommes dans une république. Et c'est comme ça que ça se fait partout dans le monde. Séparation des pouvoirs. Oui. Nous prenons les décisions et l'application dépend des autorités administratives et des forces de l'ordre. Et dès qu'ils sont notifiés, notre souhait, c'est qu'ils nous accompagnent dans cette tâche d'assainissement. Parce que si les décisions ne sont pas appliquées, on va continuer à avoir de mauvais grains dans la profession. Mais si les journalistes, ceux qui font de mauvaises choses, savent qu'en faisant ceci, parce que parfois, ils le savent, ils font en connaissance de cause. S'ils savent qu'en faisant ce que je fais, on va me sanctionner et je risque même d'être radié de la profession, de la pratique de cette profession, ils seront beaucoup plus attentifs à ce qu'ils disent, les invités qu'ils ont ou bien ce qu'ils écrivent. Donc notre souhait, c'est que les maillons de l'État qui doivent nous accompagner, qui nous accompagnent effectivement dans l'application des décisions que nous prenons. Et donc là, vous interpellez clairement les autorités administratives. Et les forces de maintien de l'ordre. Est-ce que vous partagez aussi ce sentiment de plusieurs observateurs, le sentiment selon lequel le Conseil national de la communication ne s'occupe que des journalistes et ne frappe que les journalistes? Il n'y a pas beaucoup d'activités dirigées par exemple vers les autres métiers de la communication, je pense à la publicité. Notre première cible, c'est-à-dire le champ d'opération, c'est les activités de la presse. Et la loi est claire, la communication sociale. Si, à notre niveau, nous regardons la presse, parce que c'est là où that's where we operate more. Parce que quand il y a la publicité, si la publicité se retrouve dans la presse, c'est là où nous sommes interpellés. Si nous regardons le cinéma, par exemple,
c'est quand ça touche mainline media que nous avons cette responsabilité. Parce que le CNC a une grande chambre d'opération. Mais à ce niveau, pour le moment, on voit comme si nous faisons seulement dans la presse, mais je vous promets que dans les jours à venir, en dehors de la presse, nous allons étendre notre champ d'opération pour inclure ce que la loi nous autorise de faire à ce moment. En parcourant un peu vos missions, on se rend compte que le CNC doit également contribuer au maintien de la paix, au renforcement on va dire, du vivre ensemble. De ce point de vue-là, que peut le CNC, par exemple, pour apaiser la situation que traverse le Cameroun dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je crois que c'est encourager la presse parce que le CNC n'est pas un organe de presse, par exemple. Et nous agissons à travers la presse. Et nous pouvons encourager. Et c'est ça l'un de notre rôle. On va, dans les jours à venir, descendre dans les organes de presse pour les encourager à apporter leur contribution. Et à ne pas contribuer à entretenir la haine. C'est ça. Apporter leur contribution dans cette politique de vivre ensemble, dans cette politique de cohésion sociale, dans cette politique d'un pays que nous avons qui appartient à nous tous. Pas un pays qui est divisé par groupes sociopolitiques, par groupes tribaux, par groupes socioculturels. Non, ce n'est pas ça que nous voulons pour le pays. Et je crois que c'est à l'intérêt de tout le monde. Joseph Tchébonken Kalaboupse, je voudrais un peu secouer vos souvenirs pour que vous partagiez avec nous vos pratiques quand vous étiez élève il y a, j'imagine, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Oui. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui les cours de vacances, vous avez connu ça? À notre époque, oui, mais ce n'était pas répandu comme maintenant. Parce qu'à notre époque, quand on donnait les vacances, nous on rentrait au village, ceux qui fréquentaient au village venaient en ville et surtout, on avait ce qu'on appelait à l'époque les Holiday Football Competition and Sports Competition. Les championnats de vacances. Oui, les championnats de vacances. Et puis ça nous préoccupait beaucoup. Et à la fin même des 3 mois, on ne se souvenait même pas qu'on était en vacances. Mais c'est maintenant là qu'il y a tellement de cours de vacances parce que les parents parfois jugent que les enfants dérangent à la maison. Il faut qu'ils aient un encadrement comme à l'école. Parfois ils disent que les enfants ne sont pas au niveau. Il faut qu'ils, pendant les vacances, qu'on les forme pour qu'ils aient le niveau là où ils sont. Donc c'est des raisons variées. Mais je ne partage pas ceux qui continuent à avoir les cours de vacances parce que pour moi, les vacances sont pour que les enfants se reposent un peu, qu'ils ont d'autres choses que le cadre de la classe. Maintenant, on va prendre l'avis de certains spécialistes de l'éducation et même, on va dire, de la communauté éducative. Faut-il donner un congé aux cours de vacances? Voilà la question posée par Aboubakar Abo dans cet élément que je vous propose de suivre. Les cours pendant les vacances, voilà un programme qui ne fait pas sourire les élèves qui y ont droit. D'ailleurs, c'est plus la mort dans l'âme que de bon gré que beaucoup retrouvent les bancs de classe, qu'au final, ils n'auront quitté que le temps de la trêve des examens. L'enfant qui s'est très mal comporté durant la période des classes, il est donc nécessaire, de temps en temps, vous lui dites, voilà, vous tirez les oreilles, il faut toujours revenir sur ces petites défaillances. Ces cours de vacances permettent d'occuper utilement les enfants, en ce sens que ça leur permet d'anticiper sur leur programme, de réviser des programmes qu'ils n'ont pas bien compris pendant les périodes de classe. Et ça leur permet aussi de ne pas pouvoir se disperser pendant les vacances. Remettre à niveau, préparer à la classe suivante, occuper sainement les enfants.
Voilà quelques raisons qui poussent les parents à sortir leur progéniture des chambres du repos pour les salles austères de la connaissance. Ça, c'est une stratégie pour les parents pour permettre de discipliner leurs enfants pendant les vacances, de les occuper et de pouvoir toujours entretenir leur cerveau, leur permettre aux enfants de réviser les leçons. Si l'unanimité est presque établie, quant à l'utilité de l'école, la nécessité de ces cours particuliers fait polémique. Il y a un effet pervers que ces cours-là peuvent avoir, en ce sens que dans le développement psychomoteur de l'enfant, il y a une place pour l'école, une place pour le divertissement et une place pour l'apprentissage de la vie sociale. Donc, et si l'école prend tout le temps, c'est-à-dire une période où il faut faire cette école et les congés où il faut se reposer et faire autre chose, l'enfant s'oriente plutôt à l'école, il y a de fortes chances que l'enfant ne puisse pas être utile ou qu'il ne puisse pas apprendre d'autres aspects de la vie sociale. Du coup, dans son développement psychomoteur, il ne pourra pas apprendre à faire autre chose comme aller au champ, faire le TM, le travail manuel, laver les habits et faire autre chose. Je pense que si on doit pouvoir continuer avec l'école pendant les vacances, il faut réguler. Surtout quand on sait que les vacances font partie du programme scolaire et à dessein permettant de faire le plein d'énergie avant le nouveau départ. Cela dit, ils sont des centaines au départ de cette rentrée avant l'heure. En tout cas, vous n'aurez pas de vacances à la tête du CNC. Vous avez déjà donné votre position en ce qui concerne ces fameux cours. S'agissant du CNC, quel sera le style Tchébonken? Ça va être plus de pédagogie ou beaucoup plus de bâton? Les deux. Les deux parce que, d'ailleurs, dans les jours à venir, je vais faire des ronds dans les rédactions. Les principaux organes de presse. Je veux que nous soyons sur le même longueur d'onde. C'est ça. Et je ne suis pas venu avec un bâton, mais j'ai le bâton caché derrière moi. Parce que parfois, quand tu lis, ou tu écoutes, ou tu regardes les organes de presse, parfois tu te demandes est-ce que ces gens-là, ou bien celui qui est assis comme journaliste, qui écrivent, est-ce qu'il a fait la même école comme toi? Est-ce qu'il a même été formé sur les mêmes éthiques et déontologies professionnelles comme toi? Et si oui, pourquoi il laisse ceci? Est-ce que la ligne éditoriale de son organe de presse lui dit il faut insulter, il faut faire n'importe quoi avec le micro devant vous ou le bic que vous avez? Je crois non. Parfois, le végétariat fait à ce que le journaliste devienne un peu... Il perd un peu. Il se prend la tête. Oui, il se prend la tête et il oublie le rôle principal qu'il a dans la société. Parce que nous sommes là pour informer, pour éduquer, pour distraire ceux qui nous regardent, ceux qui nous lisent, ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas pour appeler les gens pour insulter d'autres personnes, non. Informer, servir, divertir. C'est ça. Et s'il y a des brebis galeuses, how do you call it? Brebis galeuses, tout à fait, c'est la bonne expression. On va sortir ce bâton pour dire c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça se fait. Alors avec ou sans votre bâton, quelles seront vos priorités passées la dernière session du Conseil national de la communication? Vous allez vous occuper de quoi? Qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup à faire, ce que j'ai constaté. Parce que le rôle de l'organe que je dirige n'est pas seulement d'écouter les plaintes. Il y a plusieurs choses. L'article 4 du décret présidentiel de 2012 est explicite. Si vous permettez, il y a
le CNC est chargé de veiller par ses décisions et avis au respect des lois et règlements des métiers de la communication sociale. Il y a les éthiques, il y a la paix sociale, l'unité et l'intégration nationale dans tous les médias, promotion des langues et cultures nationales dans tous les médias. Ça, c'est entre autres. Il s'agit là des chantiers que vous allez prioritairement exploiter et assurer que la presse accompagne la société camerounaise. Parce que dans tous les organes de presse, il y a des pages culturelles, il y a des pages sportives, il y a des pages politiques. Donc, que cette presse-là, que ça sort. Let's enjoy the profession we choose. Est-ce que le CNC est suffisamment équipé, par exemple, pour le monitoring de la presse? Pour le monitoring, je vais dire oui et non. Oui, parce que pour le moment, nous avons la capacité de monitorer, de faire le monitoring. Et je remercie d'ailleurs ceux qui sont passés à la tête de la CNC avant moi, parce que nous avons des équipements up-to-date pour faire ce monitoring. Et c'est là où, mais les zones, les régions où il y a une forte concentration de la presse, cet équipement peut capter sans problème. Mais il reste que la couverture nationale. Cette question, je vous l'ai posée parce que vous avez un nouvel interlocuteur à qui vous pouvez donc vous adresser et qui peut concevoir également ou renforcer en tout cas le parc d'équipement du CNC. C'est un jeune Camerounais, Yannick Edouard Mokongo. Il a conçu un robot de reconnaissance faciale et vocale. En tout cas, il fait dans l'innovation technologique. Franck Evina. Sur ses frêles épaules repose la paternité d'un robot. Yannick Edouard Mokongo, 23 ans, a conçu le Picarbi en seulement 4 mois. Depuis l'école supérieure d'ingénieurs numériques et matériaux, ESIREM de Giron en France. En fait, je le fais depuis 1 an, mais j'étais également entre les examens à l'école, les devoirs et tout. Ancien major de la filière génie logiciel à l'IAI Cameroun, Yannick opère là une entrée fracassante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Picarbi peut signaler des obstacles. Voici à peu près comment fonctionne le système des voitures autonomes. C'est basé sur les ultrasons. Qui suivent une formule bien précise en physique, mais simple. C'est juste T1 moins T2, le tout multiplié par VS divisé par 2. Voilà, donc pour ceux qui ont fait électronique, ils savent bien la signification technique de ça. Pour nous qui n'avons pas fait ce genre de technologie, justement, au-delà des voitures, ça peut nous servir à ça. Alors, pour les personnes malvoyantes, oui. On peut accrocher une canne au robot et puis guider les personnes malvoyantes. Donc, si par exemple il y a un obstacle, le robot peut s'arrêter et la personne malvoyante saura que le robot s'arrête vu que la canne va cesser de le guider. En réalité, personne n'était surpris parce qu'il était déjà major avant d'aller en France, major de sa classe. Et il a également été dans de nombreux projets. Rappelez-vous le projet de modélisation d'un campement pygmée qui a permis au Cameroun de remporter le prix spécial de l'innovation en France au Salon international de la réalité virtuelle. C'est lui qui était le chef de ce projet. Il a également été parmi les 10 jeunes innovateurs qui ont été sélectionnés par Huawei pour réaliser un projet innovant en Chine. La machine réagit aussi à des commandes vocales. Pour savoir s'il a capté une commande vocale, vous aurez cette lumière bleue. Donc une fois que vous aurez la lumière bleue, cela signifie que le robot est en train de traiter l'information qu'il a reçue. Oui. Et donc de convertir votre voix en ce qu'on appelle byte en informatique. Right. Voilà. Et donc là, il a fini d'écouter.
Le robot de Yannick Edouard peut également se rendre utile dans le domaine de la médecine. Un médecin pouvait être à distance et on pourrait avoir un robot en salle d'opération. Et donc, le médecin, à travers les gestes qu'il fait de la main, le robot pourrait donc être capable de les exécuter. Et si je viens ici, voilà, et que j'ouvre la main, il ouvre sa main. Si je ferme la main, il ferme la main. Si j'ouvre la main, il ouvre la main. Si je ferme la main, il ferme sa main. Picardie peut aussi être le gardien de vos domiciles. Là, il met bottle. Voilà. Donc, il réussit à détecter. Si le robot détecte un objet, dit objet intrus, parce que en fonction du problème, je peux décider que, ok, si tel objet, voilà, qu'on doit détecter dans la maison, si un objet différent de ces objets-là est détecté, il va signaler immédiatement au propriétaire, soit en envoyant une notification dans son téléphone, soit en déclenchant une alarme dans la maison. Une ingéniosité tout simplement waouh! Un génie façonné à l'école camerounaise. Tout au début de ce millénaire, le président disait déjà que il faut absolument s'intéresser à Internet. Parce que l'avenir est dans l'Internet. À ce moment, on parlait juste des autoroutes de l'information. Personne ne voyait encore le numérique venir à grands pas. Et je pense que nous constatons aujourd'hui que ces jeunes-là ont compris son message et sont en train effectivement de s'adonner à fond. En l'état actuel, le robot de Yannick Edouard n'est encore qu'un prototype. Un modèle à développer pour une fabrication en série. Le chemin est encore long. Je pense qu'il faut d'abord qu'il soit encadré. Parce que un jeune ingénieur n'est pas forcément un bon manager. Il n'est pas forcément un bon constructeur de projet. Cela peut se faire par l'entremise de son école. Cela peut se faire même par l'entremise des pouvoirs publics. Des investisseurs privés également peuvent apporter leur contribution. Dans l'espoir que son invention transformera d'autres vies, Yannick Edouard Mokongo parle désormais le même langage que les robots. Lorsque les LED passent au jaune, ça veut dire qu'il est en train d'écouter. Oui. Et lorsque ça passe au bleu, ça veut dire qu'il a écouté une commande vocale et donc il est en train de traiter la commande vocale. Le coronavirus a provoqué la mort des gens. Protégez vos enfants parce que le coronavirus, c'est dangereux. Lavez-vous les mains, respectez les mesures barrières. Et la dernière des choses, protégez-vous avec le masque. Considérant que le robot est passé au bleu et que vous avez donc écouté, comment réagissez-vous en 30 secondes à ce que vous venez de suivre? C'est un développement formidable. This is what you call in English a fantastic move by that young man. And mon souhait, c'est qu'il soit encadré. Ça, c'est les Camerounais de l'avenir. Parce qu'il faut qu'on l'encadre et qu'il a l'environnement pour développer son intelligence, parce que artificial intelligence, c'est l'avenir du monde. Monsieur le Président, je vous invite maintenant à retrouver les internautes de la CRTV qui nous ont adressé un certain nombre de questions. Des questions rassemblées et traitées par Aline Florence Nguini de la rédaction web. Vous avez donné réponse à l'ensemble de ces préoccupations. Une seule, rapidement, celle de Samy Samuel. Pourquoi les chaînes étrangères continuent à émettre quand bien même elles profèrent des critiques non fondées contre nos chefs d'État, alors que les journalistes africains sont sanctionnés au moindre écart? Nous sanctionnons tout le monde. Mais quand nous avons des couacs en provenance des chaînes étrangères ou des radios étrangères, nous écrivons au directeur de publication de ces chaînes. Et c'est pour cela que parfois, vous entendez le ministre de la Communication, parce que pour répondre, le ministre de la Communication, on l'appelle
to balance up the story. That's the role of the NCC. Pour équilibrer. Oui, pour équilibrer. Vous êtes un homme, on va dire, d'église ou proche de l'église. Vous avez une longue carrière de journaliste. Pour vous, le journalisme, c'est un métier qui conduit plus facilement en enfer ou au paradis? La deuxième option, parce que le journalisme mène à tout. Il faut seulement regarder autour de toi et dans le monde et vous saurez. Mais l'intégrité de l'homme est faite dans sa tête et ça ne prend pas un jour pour bâtir un nom, un carrière ou un caractère. Ça prend du temps. Et dès qu'on commence à te doiter par rapport aux qualités, les qualités qui te caractérisent, c'est que il a fallu du temps que tu sois là. Et pour ça, je remercie Dieu parce que on peut dire telle ou telle chose de moi, c'est l'observation que les gens ont fait durant une période. S'agissant d'observation, et ça c'est pour finir, Joseph Tchebonken Kalabopse, on reproche souvent aux fonctionnaires de ne pas être libres, et vous êtes un ancien fonctionnaire. Maintenant qu'on vous nomme alors que vous étiez déjà à la retraite, certains pensent que vous n'aurez pas les mains libres pour faire votre travail parce que vous devez être reconnaissant. Que répondez-vous? Je vais dire, ceux qui disent ça ne connaissent pas le fonctionnaire en tant que tel. J'ai travaillé pendant 31 ans à la CIATV, à la radio comme à la télé. J'ai fait la politique, le sport, l'économie et j'en passe. Et je n'ai reçu aucune demande d'explication. Pas parce que je ne parlais pas, mais il faut savoir parler. J'ai créé Presse Awa. Presse Awa que continue de présenter en ce moment Ndakilian et Moki. Moki. Est-ce qu'il y avait des moments où on doutait parce que j'étais à la CIATV, je ne posais pas des questions qu'on devait poser? Je vous rappelle que le cardinal Christian Toumi, père à son âme, a accepté de venir à Presse A parce qu'il m'a dit que j'aime ta façon de faire. Et tu sais comment le cardinal était critique envers les sociétés, même les pouvoirs publics. Mais quand tu mènes ton débat professionnellement, les gens vont regarder. Et on m'a nommé. On ne m'a pas dit, ne faites pas ton travail parce qu'on t'a nommé. On m'a dit, je vous nomme à ces postes. Et il y a des règles. Je vais travailler selon les règles. Personne ne m'a dit, si je vous appelle, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais la loi est là, créant cet organe, CNC, ça veut dire que les législatifs, les pouvoirs législatifs et l'exécutif a voulu que le CNC marche. Et nous allons, avec le concours de l'administration, faire à ce que ça marche. C'est la chute de cette émission. Joseph Tchebonken Kalabopse, président du Conseil national de la communication. Merci d'avoir choisi la CIATV et Actualité Hebdo pour votre première sortie. À la CIATV, parce que j'avais déjà eu à sortir. Pour votre première grande interview, précisément. Exactement. Et donc, on ne peut que vous souhaiter bonne chance pour vos activités. Merci, merci beaucoup. Et pour vous rendre votre politesse, je voudrais vous prier, Joseph Tchebonken Kalabopse, d'exercer votre métier en vous priant de conclure cette émission que nous venons de conduire. Thank you so much, and thank you for having me on Actualité Hebdo. The pleasure was mine. Je vous remercie et je souhaite d'être ici encore une autre fois à la CIATV. Je vous souhaite bonne chance et soyez professionnels comme on a été toujours à la CIATV. Merci.